Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Tout ça est tout chaud. Il vient de tomber sur les fils de presse. Il y a un peu de confusion concernant la Banque Laurentienne. Vous avez été des clients de la Banque Laurentienne, notamment quelques-uns nous écrire parce que vous avez reçu un courriel ce matin. Alors, ce qu'on dit là, le conseil d'administration de la Laurentienne approuve l'accélération de sa stratégie vers une banque commerciale spécialisée. Donc, on comprend que la Banque Laurentienne se retire là, de tout ce qui est particulier PME. Je continue à lire le communiqué. La Banque nationale fera l'acquisition des portefeuilles des services bancaires aux particuliers et aux PME. Donc, il semble bien que la Banque nationale reprendrait donc les portefeuilles bancaires des particuliers et des PME, ainsi que le portefeuille de prêts syndiqués de la Laurentienne. Quant à la banque Fairstone, elle ferait l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de la Banque Laurentienne. Donc, Fairstone devient l'acheteur des actions de la Banque Laurentienne. On dit plus loin dans le communiqué, la Banque Laurentienne va garder son siège social là, à Montréal, va garder son siège social, va garder quand même l'image de marque de la banque va continuer à exister sous la propriété, les actions étant contrôlées par Fairstone, mais en gardant l'image de la Banque Laurentienne, en tout cas pour l'instant, mais je comprends là, que tout ça paraît assez confus, mais je crois comprendre effectivement là, que c'est la Banque nationale qui va s'occuper des portefeuilles de services aux particuliers et aux PME. Alors, vous aurez sûrement plus de détails là, dans les heures et dans les jours à venir, parce qu'on dit aussi dans le communiqué aux clients, faites rien. Là. C'est ça, aucune action n'est requise. Aucune action n'est requise. Faites à rien, touchez à rien. Vous allez vivre dans la continuité. Parlons de cette menace qui se retrouve encore dans le Journal de Montréal aujourd'hui, où on a compilé là, toutes les cliniques médicales JMF qui ont annoncé des fermetures. On en aurait plus de 40. Paul Brunet est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour Mario. C'est beaucoup de stress pour les patients. Est-ce qu'on parle de fermeture réelle dans votre esprit ou de menaces pour faire peur au gouvernement? C'est ce que tout le monde veut savoir. Est-ce qu'effectivement, toutes ces cliniques-là vont fermer? Il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'un médecin part, c'est 1000 patients de moins pris en charge. C'est 1000 patients de plus sur le GAP ou c'est 1000 patients de plus à l'urgence. Alors, on espère que les parties vont s'entendre. Mais en attendant, oui, c'est une menace et les patients ont très peur. Je parle à des comités d'usagers et de résidents à travers le Québec et les gens posent des questions, veulent savoir. On veut savoir, Mario, comment on fait pour adopter une loi qui va toucher autant de monde, surtout les médecins, mais les patients en particulier, en adoptant une loi en pleine nuit? Ça prend de l'information. Je pense que le ministre Dubé a compris ça, mais ça aurait été le fun d'en parler avant, notamment à la population, à tout le moins. Parce que là, je suppose que les communications que vous recevez doivent être semblables à celles que moi je reçois. Il y a des gens moi, qui m'écrivent régulièrement pour dire là, on sort dans toutes les régions du Québec en passant, là, on sort du bureau du médecin, puis là, il nous dit que ça va fermer là, en 2026, au 1er avril, ou une date. Mais les gens sortent du bureau du médecin puis se font dire que c'est probablement la dernière fois. Pour des gens plus âgés ou des gens qui ont besoin de suivi régulier, c'est stressant. Oui, tu as raison. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que même si elles ne ferment pas, la plupart des cliniques spécialisées dont j'ai parlé à certains représentants, là, que ce soit pour le diabète, le sida ou autre, ne pourront plus, disent-ils, ces médecins-là, s'occuper des patients comme ils le faisaient autrefois. Alors, comment tout ça va se passer? Le ministre dit le contraire. Ce que j'entends, et je sais qu'il y a des partis qui négocient présentement, ce que j'entends, c'est que les médecins n'ont pas tellement de problèmes avec les cibles. Ce avec quoi ils ont des problèmes, c'est le contrôle, les inspecteurs et les pastilles qui vont être déterminées par des gens qui sont pas médecins. Ça, les médecins ont bien de la misère avec ça. Mais nous, ce qui nous importe, sauf respect, c'est que puisque les documents promotionnels du ministre, comme les autres ministres l'avaient dit dans les dizaines d'hommes depuis 30 ans, ça va être extraordinaire, l'accès va être amélioré. On s'est tout fait leurrer là-dedans. Là, on aimerait ça que si M. le ministre est sérieux, que 100%, ce sont les mots des documents promotionnels, 100% des usagers vont avoir accès à un professionnel en soins parce qu'ils vont être automatiquement référés à un CLSC ou au GMF de leur région. Si c'est vrai, ça, c'est extraordinaire. Mettons-le dans la loi pour que tout le monde dans le réseau de la santé soit mis à partie, pas juste les médecins, parce que quand même qu'on pousserait ces médecins, Mario,
va falloir que le réseau, lui aussi, devienne plus efficace. Je sais que Santé Québec travaille là-dessus, par contre. Ouais. C'est juste que là, on se fait dire qu'on aura un meilleur accès, mais si 40, puis après ça 50, puis après ça 60 cliniques médicales GMF ferment, je veux dire, le meilleur accès, oubliez ça, là. On va être dans le trou. On a déjà de la misère. Quoique ça s'est amélioré. Tu sais, je n'ai plus de plaintes pour le GAP comme j'en avais autrefois. J'ai beaucoup de plaintes pour les gens qui cherchent une place en CHSLD, mais c'est encore triste parce que, tu sais, c'est des personnes âgées qu'on n'a pas suivies chez eux. Puis là, ils se ramassent malades, puis là, on les hospitalise, puis finalement, ils sont tellement malades qu'ils doivent s'en aller en CHSLD. Si, comme dans certains CLSC, on suivait mieux nos personnes âgées, on n'aurait pas besoin de les envoyer à l'hôpital. Ils ne seraient pas des gens qui attendent un lit en CHSLD. Je ne sais pas pourquoi on fait pas ça. C'est depuis 2018 que le ministère de la Santé est au courant, mais je ne sais pas pourquoi. Fait que je sais que Santé Québec travaille sur certaines affaires, mais là, on est dû pour des quick wins. Parce que ça fait un an, je le dis, j'ai posé des questions à Santé Québec récemment. Pourquoi, dans votre dernier communiqué, vous dites pas aux gens qui se sentent pas bien qu'en plus d'aller au 811, ils peuvent aller au GAP si jamais ils n'ont pas de médecin de famille. Ils ont tout effacé ça. Fait que là, j'ai posé une question il y a une semaine, mais j'attends la réponse. Dernière question, là, sur la négociation qui serait reprise, là, selon ce qu'on nous dit, et on a vu la photo avec le premier ministre, avec les médecins omnipraticiens, et ça semble être vraiment contentieux, là, cette idée des frais de bureau, parce qu'une des choses que les médecins disent tous, c'est que faut couvrir les frais de bureau, les loyers coûtent de plus en plus cher, et les loyers et assurances et tout ce qui crée les dépenses autour d'un bureau. Y a-t-il un vrai problème avec ça, ou c'est les médecins, c'est une stratégie de négociation? Écoute, probablement qu'il y en a qui en arrachent. Il y a des GMF qui vont fermer parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer avec la baisse de rémunération que, disent-ils, ils vont devoir subir. Alors, tu sais, je suis pas dans le fin détail. Ce que je comprends, c'est qu'il y a du monde intelligent des deux côtés. Ils savent la pression qu'on leur met, nous autres, les patients. On veut dire c'est un service essentiel, on s'entend là-dessus. Et il n'y a pas de raison pourquoi les médecins et le gouvernement ne peuvent pas s'entendre sur des frais. Mais je ne suis pas certain que ce soit la plus grosse partie du contentieux, Mario, si tu me permets. C'est surtout le contrôle qu'on veut exercer sur les médecins. Les médecins, on n'a jamais vu ça. Tu sais, si tu fixes des cibles, t'enlèves le contrôle, puis t'es pognes rendu au résultat, t'es évalué au résultat. Là, on fixe des cibles, puis on va les surveiller. Tu peux pas contrôler puis demander que des cibles aussi soient atteintes. Ça marche pas. On va se croiser les doigts que cette négociation tourne pour le mieux pour les patients. Paul Brunet, merci beaucoup. Au revoir. Salut, Marie.